aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas, déjà, c'est Karine Dilitz. Karine Dilitz qui est directrice de l'agence Outplacement Oasis. Elle a une expertise qui est très, très intéressante et vraiment maintenant reconnue sur tout le domaine horloger microtechnique sur ce changement, cette transition professionnelle. Et justement, on a pensé vraiment intéressant d'offrir à notre communauté quelques éclairages sur, parce qu'on avait beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu son emploi à partir de 40, 50, 60 ans, donc quand on est déjà expérimenté, peut-être entre guillemets trop vieux. Voilà, donc l'idée c'est de comment retrouver des clés et tout de suite, je donne la parole à Karine et puis je te pose la question, est-ce que tu peux nous en dire plus, Karine, sur ton parcours professionnel? Avec plaisir, merci de l'accueil Raphaël et puis bonjour à toutes et tous et ravi de partager ce moment avec vous. Quelques mots sur mon parcours. Mon parcours est jalonné par différentes expériences, je dirais. J'ai commencé par me former en psychologie et en criminologie. J'ai travaillé par la suite quelques années dans ce domaine-là où j'ai géré des projets au niveau suisse. Ensuite, finalement, me rendre compte que ce qui jalonnait ou ce qui parcourait finalement mes intérêts, c'était le centre, c'était l'humain. Et je me suis rendu compte que c'était l'humain, mais finalement dans un contexte ou dans un environnement. Raison pour laquelle, finalement, j'ai quitté le domaine de la criminologie pour me tourner davantage vers le domaine des ressources humaines, premièrement, et puis, deuxièmement, vers un autre de mes intérêts qui grandissait à l'époque, c'était un intérêt pour le business. Donc, j'ai rejoint, il y a une quinzaine d'années maintenant, un cabinet qui propose des services similaires à Oasis. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille maintenant dans le métier de la transition, toujours autour de l'humain. Et puis, j'ai rejoint maintenant, il y a 6 ans, Oasis, après avoir bien sûr aussi fait un parcours encore dans le domaine de la gestion d'entreprise et puis notamment les finances. Et il y a 6 ans, j'ai donc rejoint Oasis pour monter d'abord le bureau de Neuchâtel, puis ensuite celui de Fribourg. J'avais envie, après une expérience de 8 ans dans l'autre cabinet, finalement, de retrouver une structure plus régionale, puisque nous disposons à l'heure actuelle de 4 bureaux, Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel. Et puis, il y a 3 ans maintenant, j'ai eu le plaisir de reprendre la direction générale de l'entreprise Oasis, puisque notre fondateur a décidé de reprendre la présidence du conseil d'administration et puis finalement de se distancier un petit peu de l'opérationnel. Voilà, Raphaël, en quelques mots. Merci, Karine. Peux-tu nous expliquer brièvement qu'est-ce que l'outplacement? Avec grand plaisir. C'est vrai que c'est un terme qu'on n'entend pas forcément fréquemment. C'est un terme qui paraît un petit peu étrange ou barbare peut-être au départ. On va peut-être déjà le traduire en français. Outplacement signifie transition de carrière. Donc finalement, l'outplacement, c'est quoi? C'est un programme en transition de carrière. C'est donc le service principal que nous proposons, qui est un accompagnement des personnes lorsqu'elles quittent leur emploi. Très majoritairement, c'est donc un service qui est offert par les entreprises pour aider les collaborateurs à se repositionner sur le marché du travail. Ça consiste en quoi un outplacement? Ça consiste tout d'abord à travailler sur un processus. Donc, c'est quelque chose qui dure sur une durée qui peut être variable, mais qui est de plusieurs mois en général, où on va parcourir différentes choses. Premièrement, finalement, l'idée, c'est déjà de prendre le temps de faire un bilan, de se poser la question de qu'est-ce qu'on a accompli, quelles sont ses compétences, quelles sont ses connaissances, quels sont aussi ses intérêts, ses valeurs. Donc, de faire le point sur la situation. Par la suite, l'idée, dans un deuxième temps, est bien sûr de définir un nouveau projet et de vous accompagner et de vous aider à vous donner des outils pour vous positionner sur le marché de l'emploi. Et parallèlement, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité ou la situation, ne se sont pas retrouvés dans la situation de chercher un nouvel emploi ces dernières années, et bien finalement de vous donner peut-être des clés de compréhension du marché de l'emploi actuel. Et pour terminer, de vous donner effectivement également des connexions ou des opportunités de connexion à des emplois potentiels vers le futur.
Donc c'est un processus, encore une fois, qui est un travail sur soi, qui prend vraiment une certaine durée. Et puis, l'objectif est bien sûr à la fin le repositionnement professionnel de la personne. Cet accompagnement se fait en général avec une partie en individuel, donc des séances individuelles avec un consultant qui vous accompagne. Et puis, parallèlement à ça, avec des ateliers qui vous donnent la possibilité de travailler sur des thématiques bien ciblées, mais aussi de rencontrer d'autres personnes et de faire du réseautage. Alors, je te remercie. Avant, je pense qu'on va essayer justement de voir un peu tous ces outils, de manière, évidemment, on va pas pouvoir faire cette outplacement sur plusieurs mois, mais on va essayer de le faire en tout cas sur 45 minutes, enfin, sur un peu moins de 45 minutes. J'aimerais déjà que tu nous dises un peu quelles sont les tendances emploi que tu as constatées quand même durant cette année, toi qui as quand même un accès direct à l'emploi. Oui, effectivement, le marché bouge, les tendances bougent. Inutile de répéter ce qui se passe depuis une année, l'état de pandémie dans lequel nous sommes. Donc, bien sûr, un élément fondamental par rapport aux tendances de l'emploi récentes ou ces 12 derniers mois, on va dire, c'est un impact lié à la pandémie et à la situation économique des entreprises. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, certaines entreprises sont dans des situations difficiles, délicates, mais que d'autres, effectivement, sont des situations où elles grandissent, où elles engagent, où elles se développent. Donc, il y a vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance globale à des difficultés. Il y a vraiment certains secteurs particuliers qui vont bien et qui se développent aujourd'hui, alors que d'autres, bien finalement, sont dans une certaine difficulté, effectivement. Donc ça, c'est le premier élément peut-être. Le deuxième élément, c'est, étant donné le nombre de personnes sur le marché qui recherchent une nouvelle opportunité professionnelle, je crois qu'un point important est de dire que les entreprises aujourd'hui ont un large choix pour se décider lorsqu'elles recrutent. Et donc, finalement, une des tendances parallèles qui est une conséquence de cet élément-là, c'est que finalement, les entreprises vont rechercher des compétences pointues. Quand je dis compétences, c'est aussi bien des compétences métiers, techniques, professionnelles, mais aussi des compétences personnelles, sociales, managériales. On cherche vraiment à mettre la bonne personne au bon endroit, mais non pas seulement en termes de compétences métiers et de parcours, mais aussi la bonne personne en termes de mode de fonctionnement, de personnalité et de compétences sociales. Donc, on rentre dans quelque chose, dans une tendance de l'hyper-spécialisation et puis surtout les recruteurs cherchent vraiment des experts dans les domaines dans lesquels ils recherchent un nouveau job. Tout à fait. Peut-être un dernier point encore, un troisième et dernier point, c'est ce qu'on constate, c'est que le taux de repositionnement des personnes qu'on accompagne, il ne diminue pas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Donc, les gens ne retrouvent pas moins d'emplois ou moins d'opportunités. Par contre, effectivement, les personnes mettent plus de temps, donc le temps de repositionnement s'est un peu allongé. Et lié au deuxième élément que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire aux critères des entreprises, les processus de recrutement se complexifient aussi ou se sont complexifiés et ils prennent de surcroît plus de temps. Donc, rentrons un peu dans le vif du sujet justement avec les personnes de 40 ans et plus, puisque c'est souvent aussi ces personnes-là qui sont le plus confrontées à cet moment de transition un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu peux leur dire et leur conseiller ? Oui, alors effectivement, à partir de 40 ans, on va dire, la situation est un petit peu différente par rapport à précédemment, dans le sens où finalement, à partir de 40 ans, on peut considérer que vous êtes quelqu'un qui avait une expérience professionnelle certaine. Vous n'êtes plus un junior, vous avez de l'expérience que vous pouvez valoriser. Et finalement, ce qui va différencier votre approche à plus de 40 ans, quand vous allez rechercher une nouvelle opportunité professionnelle, c'est finalement un travail sur cette valeur ajoutée, sur cette expérience que vous avez acquise et sur laquelle il va falloir capitaliser.
et qui n'est peut-être pas forcément visible au premier regard, peut-être d'un CV classique, où vous allez mentionner voilà, peut-être une suite d'emplois et de tâches ou de responsabilités que vous aviez. Donc, il va être vraiment important, finalement, de se poser la question de comment vous allez valoriser tout ce que vous avez réalisé professionnellement pour le futur. Alors, moi, je me mets à la place de quelqu'un. Alors, j'ai pas encore, enfin, j'ai bientôt 40 ans. Je ne suis pas encore licencié, mais je me mets à la place de quelqu'un qui serait licencié. Là, concrètement, qu'est-ce que là, je viens de me faire licencier par JobWatch. Merci, Benoît. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? De faire un temps, de prendre le temps, quelle est la première chose des choses à faire? La première chose à faire, oui. La première chose à faire, je crois, j'en parlais tout à l'heure dans la perspective d'un programme d'outplacement, c'est le bilan, c'est-à-dire finalement prendre du recul, prendre le temps de se poser la question de qu'est-ce que vous avez à offrir sur le marché du travail. Dans le sens où finalement, on ne va jamais, quel que soit votre âge, vous offrir un emploi parce que vous recherchez un travail. On va vous offrir un emploi parce qu'en face, il y a des besoins, des attentes de la part d'un employeur, de la part du entreprise. Et pour pouvoir y répondre, eh bien, finalement, il y a deux éléments. Premièrement, c'est se poser la question de qu'est-ce que vous avez à offrir à ces entreprises. Et la deuxième chose, par la suite, on en parlera, je pense, Raphaël tout à l'heure, c'est finalement de vous poser la question et d'aller chercher sur votre marché cible quels sont les besoins, les attentes, les compétences qu'on va pouvoir valoriser. Et alors, justement, toujours dans les premières choses à ne pas faire, moi, par exemple, pour avoir vécu moi-même pas un licenciement, mais en tout cas une rupture dans ma vie professionnelle, j'ai tout de suite postulé à n'importe qui, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous, déjà la communauté, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, pas faire du tout, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de chat. Qu'est-ce qui, pour vous, ce qu'il ne faut pas faire du tout quand on vient de se faire licencier? Et toi, Karine, qu'est-ce que toi, tu nous conseilles de ne pas faire? Alors, quand j'ai réfléchi à ce sujet-là, ou quand je réfléchis à ce sujet-là, pour moi, il y a deux choses qui reviennent souvent et qui sont des choses qu'on répète souvent aux gens qu'on accompagne. La première chose, c'est vraiment éviter d'inonder le marché avec des CV à tout va. C'est pas la manière adéquate pour finalement obtenir des entretiens et finalement décrocher une nouvelle opportunité professionnelle. Plus vous ciblez les offres que vous allez envoyer en termes de poste, mais aussi en termes d'entreprise, plus vous aurez de chances finalement que cette offre aboutisse plus loin. Si vous ne ciblez pas le type de poste et le type d'entreprise, finalement, vous allez inonder le marché ne comprend pas ce que vous voulez transmettre comme message, ce que vous recherchez, et finalement, vous allez finir par vous épuiser parce qu'il n'y aura aucun retour. Donc ça, c'est vraiment un point important. Vaut mieux postuler bien, mais ciblé, qu'inonder le marché en espérant que peut-être quelqu'un va trouver que mon profil correspond et m'inviter ou me convier à un entretien. Donc ça, c'est un point important. Et puis, le deuxième point, c'est en finalité, un entretien d'embauche et pour finir, un engagement d'un nouveau collaborateur ou la signature d'un contrat de collaboration se fait entre deux humains, entre deux personnes. Il doit se passer quelque chose. Il doit y avoir un lien qui se crée et ce lien-là, il ne va pas se créer finalement en envoyant ou en mettant des CV sur un site, en poussant son CV sur
je ne sais pas, un réseau social par exemple, ce n'est pas suffisant. Bien sûr qu'on peut le faire et que c'est utile de se rendre visible, et il le faut, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vraiment important finalement de créer ce lien, ce contact. Donc il ne faut pas rester chez soi, il faut parler aux gens, aller vers les gens. J'ai un petit message, enfin, il y a plein de petits conseils. Je pense à Claude Bravi, par exemple, qui dit ne jamais prendre un licenciement au niveau personnel et toujours rester bienveillant pour affronter le marché du travail positivement. C'est vrai qu'il y a une histoire pour moi aussi de mindset. Et c'est vrai que l'état d'esprit positif est très important pour affronter un marché de l'emploi qui n'est pas forcément simple et évident. Et j'en viens un petit peu à ton approche la plus efficace selon toi. Tu parles beaucoup, tu parles de contact humain, mais il y avait aussi cette idée aussi de bien comprendre le secteur pour lequel on va postuler, surtout quand, par exemple, on change d'un secteur à un autre. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Oui, bien sûr. Effectivement, je parlais des besoins qu'il y a en face ou des attentes qu'il y a en face, et finalement, c'est fondamental parce que je vous donne un exemple tout bête, mais vous voulez faire du marketing pour des céréales pour enfants, vous n'allez pas faire un packaging de la même manière que si vous ciblez une population pour adultes. D'accord? Ça paraît logique. Un CV, c'est pareil. Vous n'allez pas finalement faire le même CV si vous postulez et si vous intéressez par exemple à une PME ou à une multinationale. Pourquoi? Parce que les besoins, les attentes et ce que votre interlocuteur en face va chercher à voir dans votre parcours et dans votre profil sera différent. Donc, c'est fondamental finalement de prendre son bâton de pèlerin, d'autant plus effectivement quand on change de secteur que, comme tu le disais, Raphaël, pour aller se renseigner, comprendre quels sont les besoins, comment ça fonctionne, en quoi finalement vous pouvez apporter une valeur ajoutée à l'entreprise en question, parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir intéresser votre interlocuteur. C'est en quoi vous apportez quelque chose qui, eux, va leur apporter une différence, va remplir un besoin, leur permettre de résoudre une situation peut-être délicate auxquelles ils ont à faire face. Tu parlais, donc tu parles par rapport à ces CV, tu dis que on postule différemment d'une PME à une multinationale. Ça veut dire concrètement qu'il faudrait refaire son CV ou faut reformuler son CV, il faut le relooker différemment. Tu arrives à nous en dire plus sur ce point? Oui, effectivement, le CV, déjà un point important, c'est finalement de l'adapter, de l'individualiser, de le personnaliser à chaque fois que vous allez l'envoyer. Alors, il ne s'agit pas de refaire un CV entièrement à chaque fois que vous faites une postulation, mais il faut qu'il soit ciblé par rapport à ce que vous connaissez de l'entreprise, de ses besoins actuels, et des attentes potentielles qu'elle peut avoir ou des éléments clés que vous savez qui vont être des points d'attention pour elle et sur lesquels vous pouvez, vous, mettre l'accent. Mais pour ça, effectivement, il y a tout un travail en amont. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous ne vous renseignez pas sur l'entreprise et sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans son contexte à elle, c'est difficile finalement que votre CV et que votre lettre de motivation, par exemple, correspondent à ces éléments-là. Et un point fondamental, on y reviendra, je pense, Raphaël, tout à l'heure, c'est la notion de réseautage, finalement, puisque d'autant plus quand vous êtes senior, simplement envoyer un CV, envoyer un dossier de candidature ne va pas suffire pour faire cette différence sur le marché. Il y a beaucoup de candidats qui vont postuler, qui auront aussi des bonnes compétences, qui seront peut-être pour certains plus jeunes, pour d'autres moins chers, enfin qui auront d'autres critères et finalement qui vont faire que pour une raison ou une autre, votre dossier ne va peut-être pas être retenu. Donc, il faut construire autour de votre dossier de candidature des leviers qui vous permettront finalement, eux, de faire la différence, d'avoir l'opportunité de montrer en quoi vous pouvez apporter une valeur ajoutée et faire la différence pour le poste en question. Puisqu'il s'agit de montrer pour n'importe quel poste, que vous ayez un poste technique, un poste plus commercial et pour n'importe quelle industrie, il faut que vous puissiez montrer en quoi finalement vous avez exercé votre métier ou vous avez des compétences qui sont uniques, puisque
quel que soit votre job, vous avez forcément, ou vous l'avez fait forcément, vous avez pris votre fonction différemment que quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aurait fait votre job les 10 dernières années à votre place, il ne l'aurait pas fait de la même manière, parce qu'il n'était pas vous. Et c'est ça qu'il faut trouver. C'est pour ça que cette phase de réflexion dont on parlait tout à l'heure au préalable, elle est importante, parce qu'il faut trouver en quoi vous pouvez apporter une différence, en quoi vous êtes unique par rapport aux autres candidats que vous avez autour de vous. Mais ça nécessite effectivement une phase de réflexion. Alors, moi, je vois, il y a deux choses que je retiens de ce que tu viens de me dire. C'est déjà la première, donc c'est la question de la plus-value, de la valeur ajoutée, mais aussi développer son réseau. Alors, moi, c'est vrai que au début, quand j'entendais ça, c'est développer son réseau, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et j'aimerais bien qu'on soit un peu plus concret. Ça veut dire, est-ce que tu arrives à nous donner 2-3 exemples concrets de qu'est-ce que c'est de développer un réseau? Et surtout, j'aimerais que la communauté qui est très active sur le chat, merci, continue à nous donner des conseils sur vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer son réseau aujourd'hui? Alors, Karine, je te laisse la parole. Oui, la notion du réseau, effectivement, sujet de grande importance. Déjà, je crois qu'il faut se souvenir premièrement que le réseau, ça peut être n'importe qui de votre entourage. Ça peut être votre voisin, comme votre ancien collègue, comme un ami, comme quelqu'un que vous croisez par hasard. Donc, il faut prendre vraiment cette notion de réseau au sens large. Réseau, ça veut dire quelqu'un avec qui vous avez un contact, tout simplement. Et le réseautage, ça sert à quoi? Il faut d'abord comprendre ça aussi. Peut-être le réseautage, ça sert premièrement à se rendre visible, mais aussi à aller chercher des informations. Non pas à finalement répéter textuellement le message « je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle », mais vraiment chercher les informations dont on parlait tout à l'heure pour comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc, aller comprendre, aller poser des questions aux gens. Qu'est-ce qui se passe dans leurs entreprises? Comment ils font face aux défis actuels? Donc, c'est finalement aller chercher ces informations et ça peut se faire de différentes manières. C'est d'abord votre réseau proche, votre réseau direct à qui vous pouvez parler de votre projet parce que finalement, une fois que vous y avez réfléchi, que vous l'avez construit, c'est important de le partager, donc vous pouvez le partager. Et puis par la suite, le réseau, c'est aussi idéalement des gens que ces personnes-là vous auront donné en référence, c'est-à-dire que vous pourrez contacter quelqu'un de la part de quelqu'un que vous connaissez. Et ça, c'est finalement des leviers fabuleux et d'expérience. Ben voilà, les 15 ans de métier que j'ai en outplacement montrent que très souvent, ce sont des histoires comme ça qui permettent de faire la différence dans une candidature, même si un poste est déjà ouvert, par exemple. Et puis, jamais oublier que le réseau, si on prend le marché de manière générale, pas seulement en Suisse, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'accéder au marché caché. C'est-à-dire qu'à peu près 2/3 du marché est constitué d'offres qui ne vont jamais être publiées. Le pourcentage va dépendre bien sûr du type de fonction et du type de secteur d'activité, mais très clairement, il y a une majorité des postes qui ne vont jamais apparaître sur un site internet. Donc, pour accéder à ces postes-là, où vous aurez forcément beaucoup moins de concurrents par essence, puisqu'ils ne sont pas ouverts, il faut travailler cette notion de réseau. Et peut-être je vous donne un exemple, une petite histoire qui permettra de comprendre comment on peut faire du réseau de manière finalement très simple. Une des personnes qu'on a accompagnées, qui était quelqu'un d'une petite 50aine d'années, qui recherchait une nouvelle opportunité, qui se posait la question de comment construire son réseau, et bien tout simplement, motard, dans l'âme, il venait de s'acheter, il avait un peu de temps, donc il venait de se racheter une jolie Harley. Sauf qu'en arrivant à la maison avec sa Harley, il a réalisé qu'il n'avait pas de garage pour la mettre. Et donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve une solution. Et finalement, en sortant un jour avec sa moto, son voisin lui fait un compliment sur sa nouvelle moto. Et de fil en aiguille, il lui demande s'il peut utiliser son garage pour mettre sa moto. Donc, il ne se connaissait pas du tout. Et il s'est trouvé que cette personne travaillait dans un secteur d'activité qui pouvait vraiment intéresser les candidats que nous accompagnons.
Et finalement, c'est aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, une belle histoire de collaboration qui se poursuit, qui grandit. Ils ont développé beaucoup de projets ensemble. Tout ça sur la base d'une histoire toute bête où on recherchait un garage pour sa moto. Donc, ça, c'est des histoires toutes simples de réseautage, mais ça peut vous arriver dans n'importe quel contexte. Mais je crois que le plus important, il faut oser et il faut, c'est vrai, prendre sur soi, puisque dans ces périodes-là, c'est en général pas les gens qui vont venir vers vous. Il faut être proactif et vous-même avoir l'initiative d'aller vers l'autre. Même en visio, il y a des choses qu'on peut faire. Mais la preuve, vous êtes là aujourd'hui avec nous. C'est une manière... Ça réseaute d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est chouette. Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur le chat parce que j'ai vu aussi que moi, personnellement, et ça va rejoindre le commentaire de Colombe Kunaké qui dit « Le réseau, c'est aussi les prestataires de votre entreprise, les clients. » Et moi, personnellement, ça a été mes anciens collègues et ça a été ensuite, d'ailleurs, un de mes clients et employeurs qui a été justement un des prestataires d'une des boîtes pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, c'est vrai que réseau is everywhere. Donc, allez-y, go. J'aimerais peut-être, avant qu'on passe aux questions-réponses, savoir, tu parlais de connaître ses forces, de connaître ses forces, c'est aussi ses faiblesses. C'est ce qui fait un peu la différence avec justement un message clé. Est-ce que déjà, j'aimerais que vous nous disiez, vous, le réseau, justement, en écrivant toujours dans la barre de chat, c'est quoi votre valeur ajoutée à vous? Et à toi, Karine, moi, je vais peut-être commencer vers moi, du coup. Moi, c'est la mise en lien. C'est, je pense, aujourd'hui, ma valeur ajoutée. Toi, Karine, comment on la trouve, cette valeur ajoutée? Comment on fait? Alors, je pense que c'est une très bonne question parce que ce n'est pas facile. Un des outils que vous pouvez utiliser concrètement et qu'on utilise, c'est vraiment de vous poser la question, de prendre le temps de repenser à votre parcours professionnel et au succès, aux réalisations que vous avez pu avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis en place? Où est-ce que vous avez fait la différence, fait réussir un projet, apporter une idée, construire du lien avec une équipe. Donc voilà, tout ce que vous avez réussi à créer finalement, qui est propre à vous durant vos expériences professionnelles, ne pensez pas que tout ce que vous avez fait est normal dans le contexte de votre job, de votre emploi. Réfléchissez et dites-vous que finalement, ça, c'est ce qui a fait votre différence. Donc ça, c'est un moyen, clairement, de réfléchir à ces succès, à ces réalisations et aux compétences qui vous ont permis d'atteindre ces succès, puisque derrière chaque succès, il y a des compétences, aussi bien des compétences techniques, métiers, que des compétences personnelles. Donc, c'est de réfléchir à ces éléments-là. Et puis, vous verrez, ce n'est pas si mal pour la confiance en soi non plus. Ça donne un petit coup de boost. Et puis, l'autre point peut-être, c'est de poser la question aux gens qui vous connaissent bien autour de vous. Tout simplement, où est-ce qu'eux voient vos compétences? Où est-ce qu'eux voient vos forces? Moi, j'avais une question de Jean-François Garcia qui me dit qu'il me semble que le débat vire du côté recherche d'emploi, toute classe d'âge confondue. Pourrait-on revenir sur les 40 ans et plus? Est-ce que tu arrives à nous dire peut-être plus sur cette problématique des 40 ans et plus et justement comment finalement aussi c'est lié à tout ce qu'on vient de dire? Oui, alors, si on prend à partir de 40 ans, ce qui va différencier peut-être l'approche et la réflexion que tu viens de lire est tout à fait correcte. Il y a beaucoup de choses qui sont valables à tout âge. Ce qui va faire la différence peut-être à 40 ans et plus, c'est que vous allez devoir mettre en avant votre expérience, votre valeur ajoutée, plus que typiquement quand vous avez 25 ans, vous mettez en avant un diplôme, une certification quelconque. Donc c'est vraiment travailler sur cette expérience-là et comment finalement vous pouvez transférer ces compétences-là dans un autre job, dans un autre contexte, c'est-à-dire peut-être dans une autre entreprise, dans un autre secteur. Donc il y a vraiment un travail à faire de se positionner différemment à ce niveau-là. Et le point central est vraiment de se dire, je ne vais pas chercher un job à ce moment-là,
c'est de se poser la question, je vais apporter une valeur ajoutée. Et comment je peux apporter cette valeur ajoutée? Je vais finalement, comme une entreprise qui va vendre ses services, vous allez vendre vos propres services, c'est-à-dire vos compétences, à un futur employeur. Et c'est par cette dynamique-là que vous allez arriver à faire la différence. Donc, apporter de la valeur ajoutée, et d'autant plus après 40 ans, ce qui est important, on le disait tout à l'heure par rapport au site d'emploi, c'est de trouver des leviers pour entrer en contact avec les gens et pour, à ce moment-là, pouvoir finalement faire la différence. C'est-à-dire montrer en quoi vous êtes capable de répondre à des besoins actuels qu'aurait une entreprise ou un service, et comment vous arrivez à vous positionner différemment. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire passer oralement dans votre message, mais aussi par écrit quand vous êtes en contact, avec quelqu'un. J'ai le commentaire d'Angela qui est assez intéressant, qui dit « C'est paradoxal. À 20 ans, on n'a pas assez d'expérience. À 40 ans, on est trop senior, donc trop cher. » Souvent, la question du prix revient. Les entreprises veulent des seniors au prix d'un junior. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport justement à… Souvent, il y a cette idée que pour une entreprise, un senior coûte cher. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Je crois qu'il faut, je reviens à ce que je disais, finalement, entrer en contact avec les gens et les personnes et leur montrer la valeur ajoutée. On a tous une fois acheté quelque chose, un objet plus cher que ce qu'on avait pensé au départ, parce qu'on a eu un coup de cœur, parce qu'on a finalement pensé qu'il pourrait nous apporter plus que ce qu'on avait décidé au départ d'acheter. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut capitaliser, c'est comprendre que cette expérience-là, elle est valorisable sur le marché et pas en avoir peur et penser que finalement, toute l'expérience que vous avez acquise, c'est comme si vous vendez un produit finalement premium. Toute votre expérience, toutes les compétences que vous avez développées, ça vous permet de vous positionner avec un positionnement premium. Et un point important que je n'ai peut-être pas encore mentionné, mais qui est central, pour avoir du succès et pour faire la différence, effectivement, il va falloir se positionner au juste endroit, c'est-à-dire pas viser des postes trop élevés, mais pas viser non plus ce qu'on a peut-être parfois tendance à faire en se disant on aura plus de chance, mais ce qui est clairement une fausse idée, une idée reçue. Il ne faut jamais se positionner en dessous de vos responsabilités, parce que là, on va avoir cette thématique effectivement du finalement, je ne veux pas engager quelqu'un parce que ça va me coûter trop cher. Si on se positionne au bon niveau, en général, la notion de rémunération, elle va s'équilibrer d'elle-même. Donc, si je résume, je suis plus cher si je crée chez l'autre un coup de cœur et là, je peux lui demander peut-être un salaire un peu plus important. J'ai une question de Mabia sur un senior de 53 ans comme moi. Que doit-il faire sur le plan technologique pour être à la page? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des évolutions technologiques assez importantes, que ce soit sur Zoom. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette idée de formation sur… Oui, c'est un point intéressant. Je crois que quand on est senior, pour faire la différence, il y a montrer qu'on est motivé, c'est un point très important, motivé à s'investir, engagé, et montrer qu'on est agile, qu'on est encore prêt finalement à vivre une nouvelle aventure. Et l'aspect technologique peut en faire partie. Je pense que c'est important, non pas d'être un geek, mais de pouvoir se mettre à la page de ce qui se passe aujourd'hui. Ça me fait penser à un exemple très concret d'une personne qu'on a accompagnée qui travaillait dans une structure, dans une entreprise qui produisait des vitres pour les maisons et qui avait 60 ans et qui a perdu son job après 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus maintenant exactement, dans la même entreprise. Et il a fait quoi pour finalement se repositionner une année plus tard? Eh bien, il s'est formé en dessin 3D.
Et il a retrouvé un job dans son domaine, toujours dans les vitres, mais par contre, avec une compétence en plus que finalement ses concurrents, même plus jeunes, n'avaient pas forcément. Parce que lui, il a pris le temps d'aller en détail et de voir finalement comment il pouvait capitaliser sur ce nouvel outil 3D parallèlement à son expérience. C'est-à-dire qu'un jeune, eh bien, il aura peut-être l'outil 3D, mais il n'aura pas l'expérience avec et le recul nécessaire, alors que lui, il a pu avoir les deux en même temps. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, on étudiait, on rentrait sur le marché du job et finalement, on faisait le même job pendant toute sa vie. Aujourd'hui, une personne fait 4 à 5 jobs dans sa vie professionnelle. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut voir la formation non pas comme une touch, mais aussi comme une formation continue qu'on va faire toute sa vie. Donc, moi, aujourd'hui, je continue à faire des formations. Je pense que vous devriez toutes et tous faire ces formations parce que c'est ça aussi qui nous permet d'être dans le pipe, d'être au courant de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont très vite et voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui peut créer la différence. J'ai une question de Pina. Si notre entreprise ne nous paye pas un service d'outplacement, quel budget faut-il prévoir pour bénéficier, par exemple, de vos services? Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que nos services sont construits, en fait, même si on a, vous l'avez compris, une méthodologie, mais sont construits sur mesure. Mais je suis volontiers à disposition ultérieurement pour en discuter de manière plus détaillée. Alors, il y a beaucoup de questions. Je pense malheureusement qu'on n'aura pas le temps de… Je vais juste prendre une dernière question qui pour moi me semble intéressante. Attendez, je la cherche. Comment justifier sur un CV un trou de 3 ans pour une maladie? Comment justifier? Oui. Alors ça, c'est pas forcément lié aux 40 ans et plus, hein. Ça peut être le cas effectivement précédemment également. Je crois que quel que soit votre âge, finalement, sur un CV, un trou, ça peut arriver, ça peut arriver. Ce qui est important, c'est de trouver comment l'expliquer, c'est-à-dire de montrer que vous avez utilisé ce temps-là peut-être pour acquérir d'autres connaissances, acquérir d'autres compétences, faire une autre expérience. Donc, c'est montrer finalement que vous avez bénéficié de ce temps. Vous n'avez pas eu de job, certes, mais vous avez bénéficié de ce temps pour grandir et pour en faire quelque chose. Karine, je te remercie. Nous arrivons à bientôt 12h45. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné plein d'inspirations, plein d'idées. C'était très riche. Je voulais vous informer que je sais qu'on aurait pu continuer encore longtemps comme ça, mais voilà, time is time. Nous sommes dans l'horlogerie. Vous avez vraiment un replay dans notre page replay que Valérie va vous communiquer. Je voudrais vraiment remercier notre sponsor et je vous invite aussi à voir ce lien que David Guénard d'Helvetia m'invite à voir. Ça vous donnera aussi les clés un peu pour justement les certificats de prévoyance. On n'y pense pas assez par rapport à quand on a 40 ans et plus et c'est très intéressant d'avoir un peu les feedbacks de notre partenaire Helvetia. Au niveau de JobWatch, nous, on continue nos lives, on va continuer, on va en faire plein. Je pense que c'est riche, on est toujours plus nombreux, donc ça, c'est vraiment cool. Et on va continuer avec plein de services. Et je vous invite aussi on va faire très prochainement un talk, ça sera un talk qui sera un atelier participatif. Donc là, tout le monde va être acteur et actrice, mais attention, c'est 40 places limitées. Et c'est gratuit. Donc, vraiment, dépêchez-vous. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y aura un formulaire de satisfaction. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Si vous m'avez trouvé nul, si vous avez trouvé génial. Et n'hésitez pas, vos commentaires sont super importants à avoir. Et puis, moi, je vous remercie encore. Je pense voilà, qu'on se reverra très vite. Et merci à tous et à toutes. Je vous souhaite… Merci à toutes et tous.